Bonjour, aujourd'hui on continue notre cours sur les groupes d'intérêt. Donc la dernière fois, on avait parlé de l'action collective, de type de mobilisation et comment les groupes d'intérêt, en fait, c'est un des acteurs de cette action collective, autrement dit, un des organisateurs, un des meneurs de l'action collective. Et on avait parlé donc des différents types de groupes d'intérêt, qui soient à caractère identitaire ou support d'une cause. Et en fait, si vous vous souvenez, on avait parlé aussi des modes de fonctionnement des groupes d'intérêt, donc comment ceux-ci effectuent un travail de communication, un travail de mobilisation, et finalement, ils doivent choisir une stratégie d'intervention ou une stratégie justement d'influence sur les pouvoirs publics. Et donc, ça sera le thème d'aujourd'hui, donc les modalités d'intervention des groupes d'intérêt dans la sphère politique. Donc, il faut savoir que les groupes d'intérêt cherchent à influencer les pouvoirs publics, et ce qui d'ailleurs les distingue des partis politiques, comme on a déjà dit la dernière fois. Et il faut dire aussi que donc en fait ils cherchent à influencer, et leur cible d'action peut être donc une instance nationale, donc tout simplement un ministère ou autre, donc des collectivités locales, une municipalité, ou même l'arène internationale, par exemple l'Union européenne. Donc on pourrait avoir un regroupement de professionnels, une confédération de syndicats européens ou un truc du genre, qui essaye de faire pression sur l'Union européenne. Et il faut savoir que l'action internationale des groupes d'intérêt, elle est de plus en plus importante, non seulement avec la globalisation, mais aussi avec les firmes multinationales dont les intérêts, bien sûr, débordent et dépassent les frontières étatiques. Donc, nous pouvons distinguer différentes formes d'intervention des groupes d'intérêt dans la sphère politique. Ces formes sont variées et conditionnées par les ressources dont disposent ces groupes d'intérêt. Et c'est ce qu'on va justement expliquer dans les diapos suivantes. Là, on va commencer parmi les modalités donc d'intervention. La première chose, c'est les pressions externes indirectes. Là, tout simplement, les groupes d'intérêt vont exercer des pressions externes indirectes. C'est quand ils cherchent justement à mobiliser en leur faveur des soutiens dans l'opinion publique ou auprès d'autres organisations qui peuvent s'allier à eux à travers le débat public et les campagnes de communication. Donc, il s'agit tout simplement de capter l'attention, l'intérêt, la sympathie à leur cause et à leurs intérêts. Pour y parvenir, donc, il faut qu'ils présentent les exigences, et il faut qu'ils présentent donc l'intérêt particulier en termes d'intérêt général. Et là, je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple des syndicats d'enseignants, donc ils vont essayer de montrer le lien entre leurs revendications, qui sont des revendications donc particulières, des intérêts particuliers, et par exemple leur attachement à un meilleur projet éducatif pour les enfants. Donc, et ça, c'est un intérêt plus général. Donc, ils vont essayer de transcrire, de présenter les intérêts particuliers sous forme d'intérêt général, justement pour essayer de convaincre, pour essayer justement de capter l'attention, la sympathie, etc. Donc, en fait, convaincre de leur cause et de leurs intérêts. Le groupe d'intérêt peut aussi chercher des alliés, donc en fait d'autres organisations avec qui ils pourraient s'allier pour avoir plus de poids, plus de pression. Le problème, c'est que le mouvement revendicatif, dans le cas d'une alliance avec une autre organisation, donc le mouvement revendicatif peut bien sûr profiter de cette alliance, mais il peut aussi en souffrir. Je vous explique. C'est-à-dire en nouant des alliances très larges au nom de la solidarité, en principe, le mouvement revendicatif gagne de la puissance, qui se traduit en capacité de pression sur les pouvoirs publics, mais il faut savoir que les spécificités des revendications catégorielles propres à un groupe déterminé risquent de se trouver diluées, de se trouver complètement noyées dans l'ensemble. Par exemple, si on va trouver une alliance qui a été faite au niveau des syndicats des personnels de santé, d'accord? Donc, on va trouver que ça permet à tous les personnels de santé d'avoir plus de pression, plus de poids sur les pouvoirs publics. Sauf que, par exemple, les intérêts des infirmiers ne sont pas exactement les mêmes des médecins. Donc, dans ce cas-là, en s'alliant à d'autres groupes, le mouvement revendicatif gagne bien sûr de la puissance, mais la spécificité des revendications catégorielles propres à un groupe déterminé au sein de cette alliance risque de se trouver diluée, risque de se trouver complètement noyée dans l'ensemble.
Ensuite, nous parlons donc de l'autre modalité d'intervention, donc les pressions externes directes. Les pressions externes directes, c'est-à-dire que les groupes d'intérêt vont faire ce qu'on appelle le démarchage. Donc c'est une sorte de porte-à-porte, de lien direct, de prise de contact direct avec les élus, les instances gouvernementales, etc. Donc pour plaider leur cause ou les intérêts qu'ils représentent. Mais ceci ne s'inscrit pas du tout dans un cadre ou dans un processus institutionnel. Ce démarchage ou ce lobbyisme, c'est pas une pratique qui est reconnue partout, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, cette pratique, c'est considéré comme une pression inadmissible des intérêts particuliers sur les représentants du peuple, mais elle est reconnue aux États-Unis et en Allemagne et est réglementée par une loi, etc. Parfois, il existe ce qu'on appelle une interpénétration informelle entre les dirigeants de l'État et les représentants des principaux groupes d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il y a des liens informels qui existent entre justement des décideurs politiques et les représentants de quelques groupes d'intérêt, et parce que justement, ils ont partagé une formation universitaire commune ou même des valeurs communes, etc. Ça a un avantage, c'est que ça permet de mieux comprendre les préoccupations d'un certain groupe ou les dimensions complexes, techniques complexes d'un dossier, mais bien sûr, le risque, c'est de mener à des pratiques et des entreprises de corruption, et aussi, c'est un peu discriminatoire parce que pas tous les groupes d'intérêt sont également connectés. Ils sont pas tous influents auprès des décideurs, ou ils n'ont pas tous le même accès. Ceci est lié à quelque chose d'autre, c'est que les liens aussi entre les groupes d'intérêt ne sont pas seulement entre les groupes d'intérêt et les décideurs, mais parfois aussi entre les groupes d'intérêt et les partis politiques. Et là, c'est une sorte d'échange de bénéfices. Ça veut dire que quelques groupes d'intérêt vont donner des contributions financières, matérielles aux partis politiques pour faciliter leur fonctionnement et assurer aussi le financement des campagnes électorales. Et en échange, une fois les membres de ces partis politiques sont élus, ils accèdent au Parlement, ils vont donc essayer d'adopter des lois en faveur des groupes d'intérêt ou justement en faveur des intérêts des catégories que représentent ces groupes d'intérêt. Ensuite, nous avons la troisième modalité, c'est ce qu'on appelle les pressions internes. Et là, il s'agit de participation des groupes d'intérêt au processus décisionnel. Donc là, c'est dans un cadre institutionnel, à travers leur participation aux instances de concertation ou de consultation. Et là, les pouvoirs publics, normalement, ils organisent une sorte de concertation, de consultation avec les groupes d'intérêt avant justement d'opérer un choix, d'adopter une politique publique. Et ceci, bien sûr, ça a, comme on a dit, des avantages techniques, mais aussi un avantage politique parce que justement, toute décision, elle est normalement le résultat d'une sorte de compromis entre des intérêts contradictoires. Et donc, quand on concerte les groupes concernés, les groupes d'intérêts, c'est le meilleur moyen, en fait, pour identifier les exigences, les résistances, et donc de trouver une solution pouvant être mise en œuvre sans difficulté et sans résistance. En général, cette participation institutionnalisée, elle prend des formes et je vous donnerai donc des exemples dans la prochaine diapo. Donc là, nous avons la participation institutionnalisée des groupes d'intérêt au processus décisionnel. Elle prend différentes formes. La première forme, qui est la plus simple, c'est que ces groupes d'intérêt sont auditionnés en commission parlementaire. Ça veut dire qu'il y a certains groupes d'intérêt qui vont faire partie de comités préparatoires qui sont là pour préparer justement un projet de loi. Il y a aussi l'administration consultative, c'est les comités, les hauts conseils, les conseils supérieurs qui sont formés auprès d'un ministre ou d'un chef de cabinet et composé bien sûr de représentants de groupes d'intérêt et d'autres personnalités particulièrement qualifiées. Et c'est justement pour pouvoir donner une certaine consultation et anticiper, gérer les conflits d'intérêts, etc. Et comme exemple, vous avez le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par exemple. Mais aussi, une dernière forme, c'est l'attribution de sièges à certaines catégories socio-professionnelles, donc à certains groupes d'intérêt, dans les assemblées délibérantes. Et bien sûr, ces assemblées ont un pouvoir consultatif, une vocation consultative. Et en fait, un exemple, bien sûr, c'est le Conseil économique et social en France. Les groupes d'intérêt qui participent à ce processus décisionnel, donc à travers les instances de concertation, se trouvent face à un dilemme. Parce que justement,
là, ils sont considérés, quand ils participent à ce processus décisionnel, c'est-à-dire qu'ils sont en partie responsables des décisions prises ou des politiques publiques qui ont été adoptées ou des lois qui ont été promulguées. Donc là, ils perdent une partie de leur neutralité, de leur liberté de revendication. Donc, comment ils pourraient justement dénoncer une politique ou les méfaits d'une politique alors qu'ils sont en partie responsables de cette politique étant donné qu'ils ont participé au processus décisionnel. Donc, ils se trouvent face à un dilemme, soit justement y participer, et dans ce cas-là, perdre leur neutralité, leur liberté de revendication, soit justement refuser d'y participer et dans ce cas-là, donc refuser de siéger dans ces instances de concertation et dans ce cas-là, perdre des occasions ou des facilités qui auraient pu leur permettre justement d'orienter le processus décisionnel dans un sens favorable aux intérêts qu'ils défendent. Comme ça, on a complètement fini la partie qui portait sur la participation politique, donc tout ce qui est voilà, vote, comportement électoral, tout ce qui est action collective, groupe d'intérêt. On va commencer une partie complètement différente de notre programme, c'est les relations internationales. Et donc là, on va commencer par une petite introduction. Quand est-ce que les études des relations internationales ont commencé et où elles ont commencé. Il faut savoir que l'étude des relations internationales a commencé dans le monde anglo-saxon, donc essentiellement en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et c'est dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est pour cela que les thèmes, justement, aux États-Unis par exemple, l'étude des relations internationales s'est inscrite dans la continuité des thèmes repris par les mouvements pacifistes, parce qu'on était obsédé par cette idée, comment peut-on mettre fin à la guerre ? Il fallait donc étudier scientifiquement les causes de la guerre, les sources des tensions, du déséquilibre international. Et ceci a été l'objet donc de plusieurs projets universitaires, de plusieurs études dans cette période d'entre-deux-guerres. Parce qu'on était convaincus que l'équilibre des puissances n'avait pas permis de préserver la paix. Donc il fallait donc comprendre, étudier les causes de la guerre. Et comme je vous ai dit, en fait, les relations internationales étaient très influencées par les États-Unis, le monde anglo-saxon en général, mais en particulier les États-Unis, au point qu'on aurait pu parler d'une science sociale américaine. Le point tournant ici dans l'étude des relations internationales, c'est avec la publication de deux ouvrages, The 20 Years Crisis de Edward Kerr et Politics Among Nations de Hans Morgenthau. Hans Morgenthau, c'est un auteur très très important, on va parler de lui durant le prochain cours, mais en fait, il est considéré comme le père fondateur de l'étude des relations internationales et celui du paradigme réaliste en particulier. Morgenthau et Kerr, tous les deux, en fait, ils ont inauguré la prédominance de la science politique dans l'étude des phénomènes internationaux et instauré donc la domination du paradigme réaliste sur ce champ. Morgenthau dénonçait en fait ceux qui croyaient pouvoir étudier la politique internationale telle qu'elle devrait être et non pas telle qu'elle est vraiment, ou telle qu'elle fut. Donc en fait, il faut, avant de passer au paradigme réaliste, on a déjà dit donc dans la diapo précédente qu'il y avait une influence grandissante en fait, ou une influence très importante des États-Unis sur cette discipline ou cette sous-discipline de relations internationales, au point de parler d'une science sociale américaine. Mais aussi une petite remarque comme ça anecdotique, c'est que il y a des relations assez complexes entre les universitaires, essentiellement les profs de relations internationales aux États-Unis et les décideurs politiques américains. Ou une sorte de relation complexe ou coïncidence bizarre, c'est qu'il y a eu beaucoup de professeurs de relations internationales qui ont été dans des postes de secrétaire d'État américains. Vous avez des exemples que vous connaissez certes, Henry Kissinger, vous avez après Madeleine Albright, vous avez Condoleezza Rice, et bien avant, en fait, tout à fait au début, le président Wilson, Woodrow Wilson, que vous connaissez certainement. Donc, en fait, tous ces gens-là, en fait, tous ces politiciens, ils étaient à la base des professeurs de relations internationales américains. Il existe de nombreux paradigmes dans l'étude des relations internationales, donc différents courants dans l'étude des relations internationales, si vous voulez.
parmi lesquels le réalisme, le libéralisme, il y a aussi le constructivisme, le marxisme, etc. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est les deux grands, en fait, les deux plus anciens aussi, c'est le réalisme et le libéralisme. C'est ce qu'on va étudier ensemble au cours des prochains cours ou prochaines séances. Donc, on va commencer par le paradigme réaliste, qui est resté quand même un paradigme très dominant en relations internationales, et jusqu'à présent, en fait, il est très influent. Ce paradigme très influent a plusieurs propositions, mais il faut savoir que, en fait, souvenez-vous du contexte dans lequel ces théories ont vu le jour, donc un contexte après la Deuxième Guerre mondiale ou entre deux guerres, etc. Mais le paradigme réaliste est particulièrement pessimiste. En fait, il a une vision de l'environnement international, des relations internationales qui est très très noire, il faut dire. Donc, ayez ça en tête. Et là, on va commencer donc les 4 propositions principales du paradigme réaliste. Donc, d'abord, l'état d'anarchie des relations internationales. Donc, ça veut dire qu'il n'existe aucune autorité qui est capable d'empêcher le recours à la guerre et à la violence. Ça veut dire que la guerre et la menace de la guerre dominent les relations internationales. L'ombre de la guerre plane. La guerre est presque tout le temps là, elle est omniprésente. Ou la menace de la guerre. Donc, il y a un état d'anarchie des relations internationales et aucune autorité n'est capable d'empêcher la guerre. Les acteurs principaux des relations internationales, ce sont les États-nations. D'accord ? Ces États-nations sont des acteurs rationnels. Si on parle d'acteurs rationnels, donc ils sont tout leur comportement, le moteur principal de leur action internationale, c'est justement comment maximiser leur intérêt national. Donc, ils cherchent tous, comme acteurs rationnels, à maximiser leur intérêt national. Donc, ça, c'est le principal moteur de leur action internationale. Cet intérêt national peut être défini en termes de puissance ou en termes de sécurité, mais ça, c'est un point sur lequel on va revenir quand on va parler des différents auteurs réalistes. Mais c'est un point sur lequel il y en a une certaine divergence. Donc, je veux que vous reteniez pour le moment, c'est que les États-nations sont des acteurs rationnels qui cherchent tous à maximiser leur intérêt national. Et l'équilibre des puissances, c'est le seul moyen de régulation qui peut justement assurer un ordre et une stabilité internationale forcément précaire. Et là, les réalistes ne parlent jamais de paix, ils parlent de ordre et de stabilité. Ça veut dire que l'équilibre de puissance, qu'une puissance équilibre l'autre, d'accord, dissuade l'autre, ça c'est le seul moyen d'assurer un certain ordre, une certaine stabilité internationale, et il n'y a pas de paix possible. Ces propositions principales découlent d'autres propositions secondaires. Donc, d'abord, le recours à la guerre, donc à la violence, c'est un moyen légitime de la politique extérieure. La politique extérieure, elle passe avant tout, elle prime sur la politique intérieure. Et il faut dire que tout ce qui est pris en compte de la société civile, de l'opinion publique interne, c'est un obstacle à la bonne conduite diplomatique. Les organisations, les ONG, les entités non étatiques, toutes ces organisations interétatiques ou ONG, etc., ne sont que des acteurs secondaires, si vous voulez. Ce sont des acteurs qui ne sont pas autonomes parce qu'ils n'agissent que par l'intermédiaire des États. Autrement dit, c'est des acteurs qui dérivent leur existence et leur importance des États. Et comme ils sont réalistes, vraiment, et ils ont une vision donc assez terre à terre des choses, leur 4e proposition secondaire, c'est que l'effectivité du droit international et des institutions de coopération comme l'ONU et autres, elle est fonction de leur conformité aux intérêts des États les plus puissants. Autrement dit, les organisations internationales et le droit international, leur effectivité, elle dépend du fait qu'ils soient ou pas conformes aux intérêts des États les plus puissants. Et ceci, bien sûr, c'est quelque chose dont on parle très souvent, même jusqu'à nos jours. Est-ce que ces organisations internationales, elles sont efficaces ou pas? Et en fait, est-ce qu'elles pourraient justement agir en contradiction avec les intérêts des États les plus puissants? On s'arrête là aujourd'hui, et puis la prochaine fois, on va donc parler des
des différents auteurs et en suivant un ordre chronologique. Donc, on va parler des auteurs les plus anciens jusqu'aux auteurs qui sont un peu plus récents, donc les principaux auteurs ou les auteurs les plus importants dans ce paradigme réaliste. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.